j'ai parlé de votre livre et je suis là-dessus vraiment complètement sincère. Mais alors, vous êtes, vous, effectivement, un spécialiste de l'économie des modèles, etc. Et alors, vous êtes aussi le porteur d'une science qui est peut-être une des clés de nos tourments, pour prendre le mot tourmente, c'est l'impédimentologie. C'est Voilà, ça, exactement. j'y suis arrivée. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu ce que vous dites dans ce livre, nous dire quand même ce que c'est que cette science? Et puis, vous m'avez dit tout à l'heure que c'était un début, ce livre. Oui, voilà. Tout à fait. Alors, ce livre, alors c'est pas moi qui en suis l'instigateur, hein, c'est Lucas Verest qui est un architecte urbaniste qui est situé sur Genève et qui a monté un laboratoire qui s'appelle un think tank qui s'appelle l'USEA, donc sur l'utilisation du sol notamment. Et dans ce cadre les travaux de ce think tank, qui réunit différents experts, s'est posé la question de mais pourquoi ça avance pas? En fait, il y a plein de solutions sur la table, on les a, l'économie de la fonctionnalité, il y a l'économie bleue, il y a l'économie circulaire, il y a toutes les solutions qu'on connaît, la décarbonation, on sait faire des choses, etc. Et pourquoi concrètement les indicateurs n'évoluent pas dans le sens où on le souhaiterait? Eh bien, c'est parce qu'en fait, il y a des obstacles. Il y a des obstacles et on ne les voit pas parce qu'on n'a pas développé. On s'est lancé dans ce qu'on appelle la transition, qui est en fait une transformation sociétale. On s'est lancé en pensant problème-solution et on n'a pas eu conscience qu'à un moment donné, la bifurcation d'une civilisation, puisqu'il s'agit de ça, en fait, de bifurquer le modèle de civilisation, ne s'est jamais opérée dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que les civilisations, elles ont eu une période de croissance, de stagnation et d'effondrement. Et les civilisations qui ont tenté de bifurquer n'ont pas réussi aujourd'hui. Et c'est présomptueux de penser que, ayant un problème civilisationnel et un impact majeur sur les écosystèmes et sur notre habitat, hein, tout simplement, on est en train de détruire la maison qui nous abrite, on a pensé qu'on pouvait raisonner comme dans l'ancien monde en disant on a un problème, on met en place des solutions, on n'a pas besoin d'ingénierie dédiée. Et en fait, l'impédimentologie vient de là, c'est-à-dire c'est une science, en tout cas une science émergente, qu'on est 19 auteurs plus d'autres experts qui vont nous rejoindre. Et on vient de créer l'Institut international de l'impédimentologie, donc on va ouvrir effectivement à des adhérents, notamment dans le domaine des entreprises, parce que c'est une grande partie par là que ça se passe. L'idée, c'est d'étudier ces obstacles. Donc, on en a recensé 101 dans cet ouvrage. Donc, qui sont classés selon 4 catégories. Il y a les obstacles de nature neuropsychologique, il y en a d'autres sociologiques, d'autres politologiques et d'autres plutôt épistémologiques. Voilà, le rapport à la connaissance. Et ces obstacles, en fait, nous éclairent sur pourquoi finalement ça n'avance pas. Et pour chacun des obstacles, on a proposé ce qu'on appelle un expédient, c'est-à-dire un axe, une piste pour s'en sortir. Et surtout, on a considéré que ce n'était pas suffisant. Cet inventaire d'obstacles et même de pistes de solutions était déjà une première chose, mais ce n'était pas suffisant, ça ne répondait pas aux besoins. Et c'est là qu'est née l'impédimentologie, donc en se disant, il y a une science derrière, probablement, en tout cas une discipline scientifique à faire émerger, et c'est une approche systémique des choses pour comprendre comment ces obstacles interagissent avec les solutions qu'on met en œuvre, et puis comment trouver des leviers pour pouvoir finalement basculer le système, déséquilibrer les systèmes. Donc c'est ce qu'on appelle l'homéostasie en termes de systémique. Voilà. Donc voilà. Parce qu'en fait, votre métier, c'est d'être systématicien. Alors, moi, je suis génial, ça, moi, je trouve, comme métier. Alors, j'ai plusieurs casquettes. Là, aujourd'hui, je représente plutôt mon métier j'accompagne les transformations culturelles, alors dans les organisations depuis un peu plus de 25 ans et dans les territoires depuis quelques années déjà, en lien avec les enjeux écologiques et sociaux et économiques. Notamment, j'ai pu intervenir dans le territoire du Haut-Doubs. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'histoire de la station de Métabier. Voilà, donc je suis intervenu auprès d'Olivier Erard. Je suis
co-auteur du livre d'ailleurs qu'on a sorti sur le sujet, de transformer l'économie des loisirs et du tourisme à partir d'un territoire de moyenne montagne où l'économie du ski est en train de disparaître. Alors gentiment, dans le Jura, c'est pas les Alpes, mais moi je viens des Alpes, hein, je suis installé dans les Alpes du côté de Chambéry. Et là, les stations sont globalement en déni total. Et avec les JO 2030, on est en train d'avoir une escalade. Et ce qui est particulièrement dommage, c'est qu'on va encore se prendre 10 ans d'inertie à cause de cette ambition de faire des JO soi-disant sobres. Mais en fait, la sobriété des Jeux ne peut pas se faire en amenant des gens par avion du quatre coins du monde, quoi. Voilà. Alors, juste, je voudrais revenir. Alors, j'ai un choix, c'est de faire tomber le micro là. Non, j'ai rien perdu, je voudrais ouvrir le livre. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas dire que je vous ai copié, parce que j'avais quand même écrit beaucoup avant d'avoir lu le livre, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellée. On est d'accord sur le solutionnisme technologique, le leurre du déficit démocratique, etc. Il y a toutes les questions qui font beaucoup penser au livre de Boller, je veux dire, hein, sur au départ, etc. Sur tout ce qui est vraiment les problèmes, je dirais, psychiques, l'empêchement du cerveau et tout. Mais alors, bon, je vais y arriver, d'accord. Oui, il est quand même copieux, hein. Alors en plus, je suis un des 19 auteurs, donc je ne saurais pas forcément répondre en détail. Alors, il y a quelqu'un d'ailleurs que je connais très bien, avec qui le comité 21 a beaucoup travaillé il y a une dizaine d'années, c'est Aurélien, en fait. Je veux dire, ça c'est tout à fait intéressant. Alors, il y a des choses extraordinaires. Il y a le monopole masculin, justement, comme tu disais. Il y a la force d'inertie des mœurs, ça c'est tout à fait important. Et il y a des choses, parce que j'adore, parce que c'est pas nuancé. Il y a l'abrutissement de masse, d'accord, la tyrannie de la vitesse, bien sûr. Alors, il y a le rassurisme. Ça, je trouve qu'on ne le dit pas assez. Et vous pouvez nous en dire deux mots, là, du rassurisme? Oui, alors en fait, il y a une croyance qui consiste à penser qu'il ne faut pas alarmer les gens. Parce que s'ils ont peur, la peur paralyse. Et en fait, non, ce n'est pas la peur qui paralyse. La peur est un moteur de l'action, hein, c'est ancré dans notre fonctionnement, mais c'est plutôt l'éco-anxiété éventuellement qui peut paralyser parce qu'elle est vécue à titre individuel. Effectivement. Et la peur est plutôt un phénomène qui doit s'envisager de manière collective. Et c'est parce qu'on a peur qu'on peut passer à l'action. Si on n'a pas de perception du danger, il n'y a pas de mouvement possible. En accompagnement au changement classique dans les entreprises, on sait qu'il n'y a pas de changement s'il n'y a pas plus de bénéfices. Enfin, s'il y a à la fois des bénéfices, il peut y avoir des changements à la fois s'il y a des bénéfices et aussi un inconfort extrême qui oblige à bouger. S'il n'y a que des bénéfices, c'est-à-dire qu'on a souvent, il faut faire des récits désirables, etc., etc. Mais en fait, c'est pas ça qui met en mouvement. Ça donne une perspective, c'est intéressant. Mais comme il y a de l'incertitude par rapport à cette perspective-là, donc il y a de l'angoisse. Pour passer cette angoisse, il faut qu'il y ait un mouvement qui déclenche. Voilà. Il y a quelque chose enfin, je dis, j'aime tout dans ce bouquin, mais il y a quelque chose dont personne ne parle jamais. Alors en plus, ça m'a confortée parce que très souvent on me dit, oui, mais tu commences des interventions en parlant de l'histoire, etc. Et vous parlez de l'amnésie générationnelle environnementale. Et ça, je trouve que c'est très, très juste. Et les gens ne le disent pas. C'est-à-dire, et souvent, quand je parle à mes étudiants, je leur dis, le monde ne commence pas à l'accord de Paris. Il s'est passé des trucs avant. C'est incroyable, mais vrai. Voilà. Et ça, c'est vraiment très bien d'avoir dit ça. Alors effectivement, l'amnésie, alors c'est un phénomène qui commence à être connu et documenté, mais ça touche absolument tout le monde. En fait, on a des repères qu'on a forgés dans notre enfance, adolescence, et finalement le monde est construit autour de ces représentations et finalement bouge assez peu après. Alors on peut voir des changements à l'échelle humaine, on commence à le voir hélas d'un point de vue climat, biodiversité, c'est l'effondrement du vivant, etc. Mais
on a du mal à gérer le temps long. Et il y a un autre obstacle qui s'appelle la rupture des échelles temporelles, où on a finalement extrêmement l'habitude de vivre dans l'instant présent, et de plus en plus avec l'avènement d'Internet et avec l'intelligence artificielle qui va encore accélérer le temps. Et donc, on a du mal à se projeter sur des moyens long terme à l'échelle humaine et évidemment très long terme, puisque quand on fixe des objectifs, ne serait-ce que dans les accords de Paris 1,5, on oublie toujours de dire à quelle échéance, mais ça va continuer de monter. Donc en 2100 et 2200, etc. À un moment donné, il paraît que ça s'arrête. Bah, oui, parce qu'en fait, il y aura probablement plus d'activité humaine pour pouvoir générer cette pollution.